Merci Marina Mielzarek. Il est 9h05 jusqu'à 10h30. Voici les Lundis de l'Histoire, une émission de Jacques Le Goff. Où est la très sage Héloïse, pour qui fut châtié et puis fait moine Pierre Abélard à Saint-Denis? Pour son amour eut été Swann, mais où sont les neiges d'antan? Les vers que nous venons d'entendre, vous les avez reconnus. C'est Villon, c'est la ballade des dames du temps jadis. Et vous avez aussi deviné que le thème de notre débat de ce matin, ça va être Abélard et Héloïse. Abélard et Héloïse, en profitant de la parution d'un livre dont je dis tout de suite qu'il est tout à fait remarquable et que, malgré son érudition, sa qualité et l'extraordinaire histoire qu'il raconte et qu'il éclaire sont telles que j'y vois une lecture de vacances absolument exceptionnelle et qui vous ravira. Alors, il s'agit de quoi? Il s'agit de l'ouvrage de Jacques Verger, L'amour castré, l'histoire d'Héloïse et Abélard, qui vient de paraître aux éditions Hermann. Et pour parler de cet ouvrage, sont réunis autour des micros des Lundis de l'Histoire l'auteur, Jacques Verger, professeur à l'université de Paris-Nord, Paris 13, Jean Jolivet, directeur d'études honoraire à l'école pratique des hautes études, 5e section, section des sciences religieuses, et Guy Laubrichon, maître de conférence au Collège de France. Jacques Verger, dans le préambule de cet ouvrage, vous dites que écrire l'histoire d'Héloïse et d'Abélard, c'est un défi. Pourquoi ? C'est un défi parce que c'est une entreprise que l'on perçoit immédiatement comme difficile. Difficile d'abord parce qu'on n'est pas le premier à l'écrire, que depuis le 19e siècle, même avant, depuis des siècles on peut dire, depuis le Moyen-Âge, bien d'autres et de très grands parfois ont écrit des histoires d'Héloïse et d'Abélard. Donc on essaye de faire, sinon mieux, en tout cas aussi bien que ses devanciers. C'est déjà donc un défi d'écriture. C'est un défi ensuite parce que le sujet n'est pas banal. Le sujet n'est pas banal et les personnages non plus. Il s'agit, Héloïse et Abélard, de deux êtres exceptionnels et qui ont été perçus comme tels par leurs contemporains et qui ont continué à l'être pour diverses raisons à travers les siècles. Et mon propos n'était pas du tout de nier ce caractère exceptionnel, mais au contraire d'essayer de le mettre en valeur. Et enfin, c'est un défi parce que pour écrire cette histoire, les textes que l'on est amené à utiliser sont eux aussi, pour une bonne part, des textes un petit peu exceptionnels. Ces textes, ce ne sont pas tellement des documents diplomatiques, bien que j'en ai utilisé dans ce livre. Ce ne sont pas seulement les œuvres savantes d'Abélard, ces œuvres philosophiques ou théologiques, qui, tout en étant d'une grande importance dans l'histoire de la pensée, rentrent dans des catégories littéraires relativement aisées à définir, mais c'est ce qui est la base de mon livre, c'est-à-dire ce que l'on appelle l'histoire de mes malheurs, titre évidemment d'invention moderne, et les lettres échangées entre Héloïse et Abélard, et qui occupent depuis très longtemps une place exceptionnelle dans notre histoire littéraire. Jacques Verger, sans entrer dans le détail d'une querelle qui nous emmènerait trop loin, pouvez-vous nous dire malgré tout autour de quoi tourne ce problème que vous venez d'évoquer, qui est malgré tout essentiel, le problème de l'authenticité des lettres? Depuis le 19e siècle, des érudits tout à fait sérieux et honnêtes ont ressenti des doutes quant à l'authenticité de ces deux textes. Récit de mes malheurs par Abélard lui-même, c'est ainsi que les choses se présentent, et correspondance échangée entre Héloïse et Abélard. Alors on a formulé diverses hypothèses tendant à présenter ces textes comme des faux, des inventions postérieures d'un bon siècle ou même plus, ce qui évidemment ne leur enlève pas tout intérêt, mais enfin interdirait de les utiliser comme des témoignages exacts sur la vie de ces deux personnages. Naturellement, si j'ai écrit ce livre, c'est parce que ma position, qui rejoint d'ailleurs celle de beaucoup d'historiens, de la majorité, la majorité on peut dire, c'est qu'il s'agit de textes
authentiques en ce sens que ce sont des textes du XIIe siècle, des textes donc contemporains d'Héloïse et d'Abélard eux-mêmes, ce qui ne fait pas disparaître tout problème, car ces textes ont pu faire l'objet de multiples manipulations, interpolations par la suite, et de toute façon il faut essayer, et c'est là le plus difficile, d'en définir la nature littéraire exacte et le propos. Pourquoi ont-ils été écrits? À qui étaient-ils destinés, en dehors des auteurs eux-mêmes? Il y avait des lecteurs, certainement. Comment ont-ils été ressentis par les premiers à les avoir lus au XIIe siècle? Et ce sont des choses complexes. Bon, nous y reviendrons. Je pense qu'il est intéressant pour nos auditeurs, en dehors du problème d'érudition qui est très important, que nous touchions déjà un des problèmes fondamentaux, je crois, de cette histoire et de l'approche des deux grands acteurs, Abélard et Héloïse. C'est que en dehors même de l'hypothèse de textes faux, de textes forgés, comme disent les Anglais, on est presque sans cesse, y compris vous qui connaissez très bien cette époque et ses problèmes, tenté par l'inquiétude de faire de l'anachronisme. Et par conséquent, cette défense de l'anachronisme a certainement conduit aussi à mettre en doute l'authenticité de ces textes. Et donc, c'est un thème de cette histoire. Abélard et Héloïse sont des personnages, malgré tout, vous avez dit le mot, si exceptionnels et entraînés dans une histoire si exceptionnelle qu'on se demande si on ne fait pas constamment de l'anachronisme en parlant. Mais je crois, je peux le dire tout de suite, que vous avez trouvé la solution à la fois vraie, élégante et profonde, qui est de montrer que, tout en étant parfaitement conforme à ce qui était possible, à ce qui était vraisemblable dans la première moitié du XIIe siècle, on a affaire à deux personnages exceptionnels et qui se sont trouvés face à une histoire exceptionnelle. Je crois que vous avez tout à fait raison. C'est effectivement la réaction spontanée, probablement, de beaucoup d'historiens face à ces textes qui les a fait douter de leur authenticité, qui les a amenés ensuite à chercher des arguments, disons, d'érudition, qu'ils n'ont d'ailleurs pas vraiment trouvés, pour montrer que ces textes ne pouvaient pas être du XIIe siècle. Mon propos n'a pas été d'essayer de trouver de nouveaux arguments, car je ne crois pas que l'on puisse, ni dans un sens, ni dans un autre, trouver des arguments d'érudition décisifs, mais a été d'essayer de montrer que, est-ce que j'ai tout expliqué? Je ne le garantis pas, mais d'essayer d'expliquer le plus possible que cette aventure exceptionnelle, dont je n'ai pas cherché à réduire, au contraire, la dimension exceptionnelle, se situait bien dans des cadres qui étaient ceux de la première moitié du XIIe siècle et que l'on pouvait expliquer parce que nous connaissons aujourd'hui de cette société. Et d'autre part, j'ai estimé, là encore je ne suis ni le seul ni le premier à le dire, que si nous admettions que ces textes étaient de la première moitié du XIIe siècle, il ne fallait pas trop les torturer, et qu'ils avaient un sens qui est relativement clair quand on est un petit peu habitué, n'est-ce pas, à la langue et au genre littéraire de cette époque, et qu'il ne fallait donc pas brandir la pancarte anachronisme, si j'ose dire, avant même de commencer à lire ces textes. Il fallait un peu se laisser porter par eux et par leur beauté, que nous n'avions pas à refuser aux auteurs de cette époque ces capacités. Georges Olivet, c'est votre avis? Je pense aussi, oui, parce que cette question d'anachronisme, elle est toujours gênante, mais en fait, je pense qu'elle vient, comme vous venez de le dire d'ailleurs, d'une méconnaissance en quelque sorte de l'époque et des textes. Guido Brichon? Ah oui, ça, je pense aussi que c'est une documentation tout à fait exceptionnelle qui relève du caractère exceptionnel, enfin des deux personnages impliqués. Mais cette documentation, elle doit être lue avec l'œil à la fois du littéraire et de l'historien, et que l'un sans l'autre ne peut qu'aboutir à des catastrophes. Bon, ce que nous offre ce très beau livre, c'est donc l'histoire d'un couple, l'histoire d'une passion, mais en même temps une plongée dans l'univers savant et religieux de ce qui sera la France, de la première moitié du XIIe siècle, et spécialement du monde des écoles urbaines, qui en est un des grands événements. Donc d'abord des personnes et des personnes exceptionnelles, et on commence non pas par l'homme, car je crois que
les auditeurs sentiront que pour vous, peut-être en définitive, le plus grand de ces acteurs, c'est Héloïse. Et c'est un livre, si je peux dire, qui est aussi, tout en restant parfaitement scientifique, à la gloire d'Héloïse. Mais enfin, commençons par l'homme, commençons par Abélard, ne serait-ce que pour une raison, il est beaucoup plus âgé qu'Héloïse. Oui. Alors, vous indiquez tout de suite la différence d'âge ? Une vingtaine d'années. Une vingtaine d'années. Et quand ils vont se connaître, il y aura d'un côté une jeune fille d'environ 15 ans et un homme d'environ 35 ans. C'est ça. Donc déjà, nous pressentons une histoire assez exceptionnelle. Alors, Abélard, qui est-il, rapidement ? Abélard est un breton des extrêmes confins du duché de Bretagne, puisqu'il est né au sud de la Loire, dans un pays donc francophone, de civilisation française, si l'on peut dire, directement ouverte sur la civilisation des pays de la Loire et de l'Île-de-France. Par ailleurs, c'est un fils de chevalier, disons de petite noblesse, si vous voulez, ce qui est certainement un des milieux les plus dynamiques de ce temps, de la fin du XIe siècle, puisqu'il est né vraisemblablement en 1079. Et la première caractéristique dans l'histoire d'Abélard, appartenant donc à une famille de petits chevaliers sans doute pieux, en tout cas c'est ainsi qu'il présente ses parents, c'est d'avoir refusé la destinée familiale, sans que cela soit une cause de drame d'ailleurs à l'intérieur de sa famille, et d'avoir opté tout de suite pour la voie des études, ce qui signifiait sans doute à l'arrière-plan opter aussi pour une carrière ecclésiastique, car nous sommes à une époque où l'Église commence déjà à encourager les clercs instruits, à leur offrir de belles possibilités, mais la motivation première, ça a quand même été l'aventure intellectuelle, qui est en même temps aventure humaine, parce que pour étudier, il fallait à cette époque se déplacer, voyager, et Abélard commence donc probablement vers 1100, à 20 ans environ, on peut imaginer, peut-être un petit peu avant, n'est-ce pas, à parcourir l'espace qui sera celui de toute sa vie. Vous disiez tout à l'heure la France du XIIe siècle, je serai un peu plus précis, c'est la France au nord de la Loire. C'est la France capétienne, c'est la France de Louis VI, de Louis VII, n'est-ce pas? C'est la France de la Renaissance du XIIe siècle. Et dans cette France, pour quelqu'un qui veut étudier, il y a évidemment un grand centre d'attraction qui d'ailleurs en même temps en train de devenir un centre politique de plus en plus puissant. La capitale de cette France capétienne, c'est Paris. Et voilà déjà une déclaration très significative d'Abélard: j'arrivais enfin à Paris. C'est une sorte de petit Rastignac scolaire breton, si j'ose dire. Alors Paris, c'est comment, Jean Jolivet, Paris dans la première moitié du XIIe siècle? Ce n'est pas une bien grande ville, mais enfin c'est une ville où il y a une vie scolaire importante, et notamment ces écoles de Notre-Dame, dans laquelle Abélard va être étudiant avant, mais beaucoup plus tard, d'y devenir maître lui-même, après pas mal de détours. Oui, nous sommes encore dans une période où ce sont les écoles religieuses, en particulier les écoles épiscopales, qui sont les plus importantes. Nous allons voir avec Abélard arriver les nouvelles écoles, les écoles de chanoines, même les écoles de maîtres privés, et puis finalement, il y aura l'institution corporative des universités. Mais à ce moment-là, la meilleure école, si l'on peut dire, de Paris, c'est l'école de la cathédrale, du chapitre Notre-Dame.